Bien, bonjour à toutes et à tous et un grand merci de vous être déplacés un lundi matin, jour du bac. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des enfants qui passent l'épreuve ce matin, mais c'est toujours un réel plaisir en tout cas de vous retrouver euh, et de retrouver finalement des amis, puisque ce sont des amis, le professeur Emmanuel Hirsch ainsi que maître Benjamin Pichot. Moi j'ai un très grand honneur à ouvrir ce colloque consacré à la reconnaissance et au respect des droits des personnes intersexuées. Donc vraiment, c'est vraiment un remerciement très appuyé que je tiens à adresser à Emmanuel Hirsch, à l'Espace Éthique, à Benjamin Pichot, avec qui nous avons déjà travaillé sur d'autres questions, toujours relatives à la bioéthique et à la santé en général. Effectivement, il ne s'agit pas du premier événement qui a été organisé ici, dans ce petit hémicycle. Euh, je nourris l'espoir d'ailleurs qu'il ne s'agira pas davantage du dernier, et c'est ce à quoi on s'est engagé, je pense, puisque la bioéthique est un sujet aussi passionnant qu'il n'est inépuisable. C'est donc avec un plaisir sans cesse renouvelé que je me joins à ces échanges dont la qualité se voit solidement étayée par des contributions toujours pertinentes et inspirées. Je tiens d'ailleurs à souligner que ce colloque tombe à point nommé, puisque nous connaissons désormais la date à laquelle sera examinée la révision de la loi de bioéthique, une date qui a été annoncée par le Premier ministre durant son discours de politique générale mercredi dernier. Moi, pour ma part, je vais vous dire honnêtement, je tiens à me féliciter de cette annonce, puisqu'elle elle est attendue par beaucoup de nos compatriotes, mais je tiens aussi à me féliciter de l'occasion qui nous est donnée d'échanger sur un thème dont finalement le traitement médiatique est malheureusement pas à la hauteur de l'importance qu'il revêt. Et je veux parler, bien entendu, de l'intersexuation. Puisqu'on estime que 1,7% des naissances françaises concernent l'intersexuation. Autrement dit, ce sont près de 13 000 personnes intersexuées qui ont vu le jour dans notre pays en 2018. Un chiffre que l'on pourrait qualifier de modeste, si ce n'est que dans une société inclusive comme doit l'être celle qu'abrite une république ayant fait de l'égalité l'une de ses valeurs fondamentales, aucune, et je dis bien aucune de ces personnes ne peut être considérée comme négligeable. À ce titre, il est vraiment regrettable que les pratiques dont ces enfants peuvent faire l'objet soient encore considérées en France comme tolérables, voire comme acceptables. Pour ma part, ces pratiques, ce sont ces interventions chirurgicales pratiquées sur des nourrissons dont les caractéristiques sexuelles ne permettent pas de les assigner à une catégorie. Ce sont encore des traitements hormonaux prescrits et dispensés à des jeunes enfants sans même qu'ait été recueilli leur consentement libre et éclairé. Et je vais vous le dire tranquillement, à mes mots, pour moi, ces actes ne sont pas seulement intolérables, ils ne sont pas inacceptables, ils sont tout simplement contraires à nos principes éthiques et aux valeurs que tout humaniste se doit de défendre. Je ne vous cacherai pas, pour moi, qu'il est impossible de concevoir toute réflexion éthique en dehors de cet humanisme qui porte les notions d'altruisme et de tolérance et qui peuvent parfois nous faire cruellement défaut. Je voudrais citer Stendhal qui disait du roman qu'il était un miroir. Pour ma part, je voudrais vous dire que je considère la manière dont une société, que la manière dont une société envisage l'éthique constitue le fidèle reflet des valeurs qu'elle souhaite véhiculer. Et sur ce point, la lettre des articles 16 et 16-1 de notre Code civil, issus de l'adoption des premières lois dites de bioéthique en 1994, est très claire. La loi assure la primauté de la personne, elle interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci, elle garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, et chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Afin de ne pas contrarier l'art des disciples d'Hippocrate, ces principes, au premier rang desquels le principe d'inviolabilité, souffrent néanmoins une exception s'agissant des soins dont peut faire l'objet ce corps qui nous rattache à ce monde si sensible. Il n'est pas rare, en effet, que ces soins requièrent que soit portée atteinte à l'intégrité physique des patients.
Et c'est ici d'ailleurs qu'intervient l'article 16-3 du Code civil qui prévoit que la nécessité médicale ou l'intérêt thérapeutique permet de déroger à l'interdiction de porter atteinte à l'intégrité du corps humain. En toute hypothèse, il convient de relever que le consentement de l'intéressé soit préalablement recueilli, et le Code de la santé publique précise que ce dernier doit également être libre et éclairé. À l'heure actuelle, les sévices subis par les personnes intersexuées ne répondent à aucun des points que je viens d'évoquer. Si du fait de leur âge, leur consentement ne peut être que difficilement recueilli, voire impossible à donner selon les circonstances, cette question est en réalité subsidiaire dans la mesure où la nécessité médicale de ces interventions demeure elle-même confuse, pour ne pas dire inexistante. Et c'est cette confusion, cette inexistence qui, mise en rapport avec les préjudices physiques et moraux, pouvant être ressentis toute une vie durant, a incité la mission d'information relative à la révision de la bioéthique, mission à laquelle j'ai eu l'honneur d'être le coprésident. C'est cela qui a motivé cette mission à se saisir de cette problématique et je voudrais à cet instant saluer l'importance aussi du travail qui a été effectué par le rapporteur de cette mission, que vous connaissez certainement, Jean-Louis Touraine, mais aussi par l'esprit d'ouverture qu'a pu nourrir, en tout cas qui a pu être constaté par le président de cette mission d'information, Xavier Breton. À ce sujet, sur cette mission d'information, les recommandations de notre rapport sont très claires. Et elles s'inscrivent dans la droite ligne des conclusions du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et du Conseil d'État, qui prône une interdiction pure et simple des pratiques incriminées. J'évoquais plutôt le caractère limpide du cadre juridique applicable dès 1994. En tant que législateur, une conviction m'anime, et m'animera sans doute davantage, encore s'agissant de la future loi de la bioéthique. Cette conviction, c'est qu'il nous revient de conformer notre législation à la réalité des faits. Ici, notre mission première est de veiller à ce que les personnes intersexuées puissent, à l'issue de l'adoption du texte, bénéficier d'une protection effective de leur intégrité physique, de leur dignité, et du respect inconditionnel, je dis bien du respect inconditionnel des droits qui sont les leurs. Il s'agit à la fois d'un impératif éthique, juridique, mais avant toute chose d'un impératif humain. En effet, au-delà de ces considérations, ce dont nous allons parler ce matin n'est rien de moins que la concrétisation d'un idéal que je suis pour ma part fier de promouvoir politiquement et personnellement. Cet idéal est le droit pour tous de vivre sa vie comme il l'entend, riche de ses différences et préservé de toute atteinte de nature à porter injustement préjudice à l'expression de sa volonté. Je ne vais pas être long, plus long que ça. Permettez-moi de ne pas poursuivre plus en avant ces réflexions puisque je crois que vous avez des intervenants de qualité. Je voudrais juste conclure ce propos liminaire en vous disant que si le temps qui nous est imparti me l'impose, c'est aussi et surtout en raison du fait que les personnes les plus légitimes à parler de ces questions, ce sont vous. Vous qui êtes les premiers concernés par l'intersexuation, objet de ce colloque qui, je l'espère, permettra de faire honneur à son intitulé en contribuant autant que faire se peut à la reconnaissance et au respect des droits qui vous sont dus. Voilà, je voudrais vous souhaiter un bon colloque, de belles réflexions. Je crois que c'est toujours le cas quand on a des intervenants de qualité. Encore une fois, j'ai eu l'occasion de travailler avec Emmanuel Hirsch, avec Benjamin Pitchot sur d'autres questions. Il me semble important, nous, législateurs, de toujours accompagner ces démarches, de toujours accompagner ces réflexions. Et je pense qu'elles sont d'une importance capitale dans notre société, où on voit aujourd'hui beaucoup de fake news, quelquefois, qui circulent sur beaucoup de sujets. Il est important de lever le doute, d'avoir une vraie réflexion et de co-construire ensemble une politique, ou en tout cas des réformes, notamment celle de la révision de la loi de bioéthique, la plus apaisée possible,
en ayant le maximum de connaissances avec des personnes de qualité qui, tout au long de ce processus, nous accompagnent. Voilà. Bon colloque à vous et excellente journée au sein de l'Assemblée nationale.